On est de retour. Acte 2. Il nous fallait boire. On est au bistrot du complot. Donc on vous a quitté, ce pauvre Charles, décapité, au bon soin de M. Cromwell, au service de ses amis banquiers. Hollandais officiellement. Hollandais officiellement. Vous pouvez donner les noms? Monsieur Ben Israël, mais surtout Monsieur Carjaval. Carjaval et Ben Israël, voilà. Les deux banquiers de M. Cromwell. Qui ont donc insisté lourdement pour M. Cromwell mettre en place la guerre civile, destitution et décapitation du roi, n'est-ce pas? Mise en place d'une république qui est en fait une dictature. Oui. Bancaire déjà. Oui, oui. Et on se rend compte que plein de gens reviennent comme ça en Angleterre, voilà, pour remettre en place le système industriel. C'est le départ de l'histoire de la City de Londres, du cœur financier du monde. Oui, avec les Lloyds après. Oui, mais on part de là, on continue. Donc on en est. Cromwell va rester une petite dizaine d'années au pouvoir. Il a fait son travail, les banquiers sont revenus, réinstalle de l'usure, on a le droit. On remet en place l'usure, la spéculation, les splendeurs de la démocratie, quoi. Exactement. Voilà, les splendeurs de la démocratie. Mais on n'a pas le droit de voter déjà. Bon. On n'a pas le droit? Non. Juste le Parlement. Ah. M. Cromwell est un dictateur. Oui, c'est vrai. Non, mais ça dépend. Quand c'est un banquier qui met un dictateur en place, c'est un homme providentiel. Oui. Il a sauvé de la fausse monarchie. Bon. Voilà. Donc, Cromwell... Qui interdisait l'usure. Oui. Quelle honte. Quelle honte. Cromwell meurt, son fils doit lui succéder en 1660. Seulement quand son fils arrive au pouvoir, il se rend compte que son père est arrivé avec des intrigues, avec beaucoup de sang sur les mains, avec des gens en fait qui tirent les ficelles et que son père il se rend compte que son père n'avait aucun pouvoir, donc lui ça ne l'intéresse pas. Donc il abdique très rapidement. Il faut vite remettre quelqu'un au pouvoir, parce que sinon, il faut toujours créer une nouvelle révolution. Un pouvoir apparent. Il faut toujours un pantin. Hein. Charles II arrive, voilà. Protestant, continue la mise en place petit à petit de sous-système bancaire. Et en 1685, il meurt. Seulement, son successeur, le duc de York, je crois, qui va s'appeler maintenant Jacques II, le dernier qui sera le dernier des Stuarts, voilà. Qui va avoir deux filles qui vont être protestantes, donc tout va bien, dans le meilleur des mondes. Seulement, ça se présente bien. Il se remarie avec une catholique, et son fils qui arrive, qui devra lui succéder donc à sa mort, est catholique. Aïe. Pas de chance pour lui. Pas bon pour le business. Non. Surtout qu'il avait commencé à remettre en place la fin de l'usure, la fin du système où les banquiers avaient le pouvoir. De la spéculation. De la spéculation. Spéculation ou usure. On interdit l'usure de toute façon. Voilà. On veut remettre des catholiques au pouvoir, c'est-à-dire on refait revenir les catholiques. Enfin, bon, ça ne plaît pas à tout le monde, bien évidemment. De ce fait, en 1688, enfin, on commence en 1687 déjà, parce que le Parlement, ça ne plaît pas à tout le monde, parce que le Parlement, bon, il est élu. Hein. Bon, il est élu. Donc, il est élu. Monsieur, on va rappeler... Il va falloir quand même, il va falloir un petit peu secouer ce roi pour essayer de faire descendre du cocotier, et il faut trouver un successeur providentiel. Donc sa fille se marie avec le statuteur un statuteur hollandais, Guillaume III d'Orange, de Nassau, famille Orange-Nassau, qui on va l'aider à prendre le pouvoir, c'est-à-dire qu'on va lui fournir une flotte assez importante, beaucoup de mercenaires, donc beaucoup de huguenots français qui vont aider. Ah ben comme d'hab, de toute façon, hein, les huguenots, on sait très bien que... Hein, voilà. On a toujours dit que les catholiques ont agressé les protestants, mais enfin, on ferait bien de relire un petit peu l'histoire. Hein. Bon, en même temps, il y a la révocation de l'édit de Nantes en France, donc ça arrange un bon. Oui, je veux dire, c'est encore... Il y a une histoire de business derrière. Hein. Toujours. C'est toujours une histoire de commerce, d'usure, de spéculation, d'argent, soyons clairs.
On ne va pas dire que les catholiques sont blancs, 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 mais ils avaient quelque part une répugnance pour ce genre de choses, alors que Vous savez qui dirigeait? Voilà. À peu près, même si Voilà, à un moment donné, clair, mais bon. Louis XIV, au cours de son long règne, avait remarqué, par exemple, que dans son royaume, il y avait certains marchands qui s'étaient enrichis, mais vraiment très très vite. C'était pas monnaie courante, donc c'était un peu suspicieux. Il les a fait arrêter et il leur a dit voilà, vous avez un mois peut-être pour nous expliquer comment on peut gagner autant d'argent aussi vite. Voilà, bon, ils se sont fait vite protestants, ils sont partis ailleurs, voilà, terminé. Je veux dire, en fait, la France catholique de l'Ancien Régime, en fait, n'était pas du tout en litige libéral, mais on n'appréciait pas les gens qui s'enrichissaient vite. Hein, on pense que le travail, hein, c'est un peu la différence aujourd'hui, parce qu'on peut faire un parallèle de crise. C'est qu'aujourd'hui on vit une crise de financiarisation, c'est-à-dire que c'est vraiment, on arrive au stade ultime où ceux qui gagnent de l'argent considèrent que leur part sur le profit est supérieure à celui qui travaille. C'est la grande différence entre l'ancien et le nouveau régime. Dans l'ancien régime, on comprenait qu'il y avait des familles laborieuses qui travaillaient. C'est pour ça qu'au temps de Louis XVI, à peu près 50% du territoire français appartenait aux paysans en nom propre. Hein. Il y avait bien longtemps que le servage n'existait plus. Et en fait, on le concevait très bien. C'est des gens qui ont travaillé, donc il est normal qu'ils soient possédants. Aujourd'hui, ce sont les gens qui ont spéculé qui sont possédants. Voilà. Et c'est la crise actuelle, c'est la crise de l'argent qui réclame un tribut supérieur à ceux que la sueur. Que la sueur, c'est tout simple. Donc, on revient sur notre 1688. Jacques Stadauter, Guillaume III d'Orange. Même système un peu qu'avec Charles Ier, où des conseillers lui disent méfie-toi, une armée vient, risque donc d'imposer un nouveau roi, donc tu risques ta peau, fuis. Prends la fuite. Première chose qui est, donc Guillaume arrive, prend le pouvoir, Parlement dit bah le roi est parti, donc il a abdiqué. Voilà. Nouveau roi en place, donc Guillaume III, donc marié à la, quand même, qui est marié à la fille du roi qui part. Bon, quand même, hein. C'est pas régicide, non. C'est un peu. Pas loin. Donc ce sont des méthodes sombres. Donc de ce fait, Guillaume III, donc il va s'appeler Guillaume II de toute façon quand il va être roi d'Angleterre. Donc les gens qui ont prêté l'argent vont lui demander plusieurs choses. Donc la première, les catholiques n'ont plus le droit de venir sur le trône d'Angleterre. On n'en veut plus. Fini. C'est pas bon pour le business. Ils ont réussi. Deuxième chose, on lui fait signer la déclaration des droits qui serait la première fois qu'il y aurait une démocratie qui apparaîtrait. Bon. Des fameux droits de l'homme. Voilà. Le Bill of Rights, exactement. Voilà. Et la troisième chose, qui est la plus surprenante, il impose à son peuple donc un emprunt de 1 250 000 livres. Voilà. Pour construire des bateaux, pour la Royal Navy. Pour son armée, voilà. pour les frais de guerre, on va dire. Voilà. Pour les frais de guerre, notamment. Au cas où. Voilà, et puis bon, là-bas, il ne faut pas oublier le fameux défilé des orangistes, qui est la bataille de la Boyne, qui avait coûté quand même beaucoup de sang et un peu d'argent quand même. Hein. Donc, en peu de temps, donc, le royaume d'Angleterre s'endette, mais il manque encore quelque chose à ces gens qui ont financé. Ah ouais. Donc 1694, ils ont une bonne idée, pour eux, géante. On crée la Banque nationale d'Angleterre. Voilà, ils exigent que ça s'appelle la Banque d'Angleterre. Mais qui est en fait un consortium de plusieurs banques privées. Voilà. À partir de là, on voit que l'Angleterre s'enrichit. Statut de cette banque, quand même. Il faut quand même ne pas oublier. Le statut de cette banque, c'est-à-dire qu'on crée une banque d'Angleterre, qui s'appelle d'Angleterre, alors qu'elle n'est pas plus d'Angleterre que... Non. Ah, d'accord. Donc, qui a le droit d'émettre de l'emprunt, c'est le départ
de l'argent-dette, qui crée aujourd'hui, alors vous voyez dans la crise actuelle, les accords de Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, c'est déjà les ratios de Koch, c'est-à-dire j'ai 10 euros en garantie, j'ai le droit de prêter 100 euros à 5%. Voilà, ce qui fait que les intérêts la première année, c'est la moitié de la somme que j'ai. C'est ce qui se passe sous vos yeux depuis un moment, que ça dure. Bon, maintenant, j'ai ressorti un chiffre, il y a quelques aberrations, style je crois qu'on est à des ratios de 30 ou 40, vous voyez, le gars. Alors après, ça fait des crises bancaires parce que les gars n'ont pas de fonds propres, quoi. Hein, je veux dire, on prête de l'argent, mais on n'en a même plus en garantie, quoi. Alors, c'est ce qui se passe actuellement, hein, je veux dire. Mais c'est la création de ce qu'on a appelé les ratios de Koch. C'est-à-dire, c'est encore mieux que l'usure. L'usure, vous prêtiez une somme et vous mettiez des intérêts sur une somme. Là, vous prêtez une somme que vous n'avez pas, vous la multipliez par 10 et vous mettez des intérêts. Et alors là, vous mettez carrément un pays, mais un pays à genoux. C'est exactement ce qui s'est passé, puisque en même temps, ils ont exigé que ces émissions d'argent-dette soient garanties par les impôts sur le peuple. Exactement. Voilà. Hein, c'est là en peu de temps, la fiscalité a complètement explosé. Ah ben alors là, bon, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas pourquoi ils payent autant d'impôts. Ils ne les voient même pas, les impôts. Ils sont indolores, puisque quand vous regardez aujourd'hui, on a privatisé l'eau, l'électricité, la poste. Donc c'est des droits de prédation qu'on donne, hein, je dirais, aux financiers. C'est-à-dire que, je veux dire, vous prenez quand il y a eu la nationalisation des autoroutes, l'entretien a été divisé par 2 et les frais d'autoroute ont été multipliés par 2. Vous prenez les services de la poste, la qualité des services a diminué, mais les timbres ont augmenté. Vous prenez les services de l'eau, alors là on n'en parle même plus. Et là maintenant on arrive au ramassage des poubelles, alors là c'est encore plus fabuleux et furieux. Les gars ont, par exemple, les gros groupes, hein, Veolia, Vivendi Environnement, enfin tous ces trucs, après ils changent de nom, ils se rachètent, ils se revendent. Donc il y a des régions complètes, ils passent au tri sélectif, c'est-à-dire que les mecs, vous leur triez ce qui a de la valeur, vous payez un maximum, et en fait vous payez un maximum pour leur donner des produits qu'ils peuvent valoriser. C'est extraordinaire, et je ne parle pas du prix des ramassages des ordures, alors là c'est une explosion. Et en même temps, il y a les impôts, enfin tout, je veux dire, c'est vraiment... Avec des codes barres sur les poubelles. Avec des codes barres sur les poubelles, n'est-ce pas? Donc voilà, on arrive donc cette création de banque, parce que je suis un peu dilatoire, un peu, je m'écarte, hein. Donc vous arrivez donc en Angleterre, où clairement, la création de la Banque d'Angleterre, c'est la création, je dirais, du monde moderne, c'est-à-dire, il y a un pouvoir apparent. Bon, on va pas trop parler de Guillaume III d'Orange, bon, c'était un personnage incolore, inodore et sans saveur, donc il est très bien à faire. Qui n'est pas resté longtemps au pouvoir. Hein. Qui n'est pas resté longtemps au pouvoir, on l'a même soupçonné, en fait ils l'ont peut-être choisi parce qu'on pensait qu'il ne se reproduirait pas, vu ses penchants pour les petits garçons, c'était assez pratique, au moins celui-là il ne nous embêterait pas longtemps. Ce qui permettrait plus tard de mettre encore des gens encore pires, hein, puisque si les gens apprenaient encore l'histoire, hein, on apprendrait par exemple que, et on va y arriver, que au moment de la Première Guerre mondiale, en fait, la famille d'Angleterre qui déclare la guerre à la famille d'Allemagne était cousins, quoi. Hein. Tout à fait. Mais on change de nom, on s'appelle Windsor, on ne sait pas d'où ça sort. Windsor sort de nulle part, voilà. Mais ça plaît beaucoup, le bon peuple aime beaucoup les contes de fées, ce qui permet d'avoir un peu le prince Charles et ses héritiers, voilà, c'est les O'Hara Otimins, hein, voilà, de chez Goscinny, Lucky Luke. Bon, on passe, donc on reste quand même sur la Banque d'Angleterre, donc, et à partir de ce moment-là, on a créé un pouvoir qui a carrément phagocyté, qui a mis les Anglais en esclavage de la finance par le biais d'une banque centrale. Il est bien évident que Et dernier détail, excusez-moi parce que bon, on s'écarte quand même, les gens qui ont créé la Banque d'Angleterre ont exigé que ne soit jamais connu le nom des fondateurs.
Ce qui fait que, si j'ai bonne mémoire, ça doit être aux alentours des années 40, il y a eu une commission en Angleterre qui s'appelle la commission Macmillan, qui était chargée de savoir qui étaient les propriétaires de la Banque d'Angleterre. On n'a jamais su, même avec une commission, vous voyez, ça date pas d'un siècle ou 2 siècles, c'est l'histoire moderne, dans l'histoire moderne. Donc avec, entre-temps, ces banquiers qui ont organisé, et ça va être la prochaine partie, enfin je vais te laisser finir quand même sur Guillaume III. Pas grand-chose à ajouter, juste pour dire que le but c'est que l'Angleterre ne rembourse jamais la dette. Ah ben non, non, de toute façon... Le but est là, sinon on ne peut pas gouverner un pays. Ah ben non, non, on ne peut pas gouverner un pays qui croupit pas sous la dette, qui n'est pas endetté. Hein. Donc vous allez comprendre ce qui vous attend. Et plus vous êtes endetté, et plus, rappelez-vous que la Banque d'Angleterre, l'émission de dette était garantie par les impôts. Vous voyez? Donc, je vous prends encore une comparaison entre l'ancien et le nouveau régime. Du temps de l'ancien régime en France, on considérait que le code moral le mieux établi, c'était la scolastique, et dans la scolastique, il est écrit que le pouvoir n'a pas le droit de réclamer plus de 20% d'impôts. Voilà. Ce qui veut dire que si on vivait encore sous l'ancien régime, une fois que vous avez payé la TVA, vous avez tout payé. Voilà. Hein, imaginez. Hein. Ce qui a créé, d'ailleurs les Anglais ont bien joué le coup, puisque en fait Louis XVI se retrouve à une révolution tout simplement parce qu'il a besoin de lever un peu d'impôts, mais il n'a pas le droit, donc il est obligé de demander aux gens s'ils veulent payer un impôt provisoire, parce qu'il voulait pas, lui, il ne voulait pas emprunter aux banquiers, lui. Hein. Non. Donc il fait appel au peuple en disant, écoutez, on a libéré les Amériques, on est un peu fauchés, on a les poches vides, il faudrait faire, s'il vous plaît, ce que vous voulez bien, nous payer un petit impôt provisoire pour renflouer les caisses, parce qu'on est un pays riche dans un État pauvre. Hein. L'État c'est moi, certes, mais je suis fauché, et j'ai pas le droit de vous prendre dessous. Aujourd'hui, on vous dit que c'est la liberté, c'est-à-dire, vous êtes libre, mais on vous met la CSG, la TVA, la RDS, la loi de 73, et là, si vous dites non, on légifère. Mais en fait, dans l'ancien régime, c'était une dictature, dans le nouveau régime, c'est la liberté. Hein, c'est une liberté bancaire, quoi. Hein, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les banquiers prennent le droit régalien et exigent que le peuple leur paye des intérêts. C'est-à-dire, comme c'était pas assez l'usure des petits échaupiers avant, ils estiment que c'est au niveau national, on établit une dette et tout le monde travaille pour payer la dette qui ne fait qu'amplifier. C'est le problème de l'usure, c'est ce qu'avaient interdit tous les rois catholiques d'Europe. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus, on ne parle pas des Espagnols parce que ça c'est un peu une histoire longue, qu'il n'y a plus de monarchie catholique, mais qu'il y a beaucoup de monarchies protestantes. Hein. Et on rappellera pour l'anecdote que c'est la famille d'Angleterre, les Windsor, qui en remerciement de services rendus, ont reçu les plus grosses primes PAC, politique agricole commune, versées par les commissions de Bruxelles. Les primes PAC, vous savez, ils ont des primes, c'est la famille d'Angleterre. Ce n'est pas les producteurs de lait qui se suicident. Non, non. C'est pas eux. Non, non. C'est la famille Windsor. Donc, on va continuer. On va faire un petit intermède, hein, parce que, bon, on a soif. Hein. Donc, vas-y. Petite coupure. Petite coupure. D'accord. Allez, on envoie une coupure. À de suite après la pub.